Donc je vais... D'abord, est-ce que vous connaissez la CNSA? Parce que c'est vrai qu'elle a été citée à plusieurs reprises tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément évident. Vous connaissez les MDPH, mais la CNSA moins. Donc en fait, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, c'est un établissement public administratif qui a à la fois une vocation de caisse, c'est-à-dire que nous gérons un certain nombre de budgets en faveur de dispositifs pour les personnes âgées et personnes handicapées sur l'ensemble du territoire. Et nous avons aussi une mission qu'on va appeler plus d'expertise qui est là pour déjà favoriser des programmes de recherche ou d'innovation, c'est-à-dire que nous participons financièrement à certains programmes de recherche et d'innovation. Et puis aussi, nous avons une mission très importante qui est celle d'animer le réseau des MDPH. Voilà, donc c'est surtout au travers de cette mission-là, en fait, que je suis venue témoigner dans le cadre de cette journée. Donc moi, je travaille à la CNSA depuis 2 ans sur des missions autour de la scolarité et de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Mais auparavant, j'ai travaillé dans une MDPH pendant un peu plus de 7 ans. Et encore avant, pour les services publics de l'emploi. Enfin voilà. Donc je connais bien les problématiques, la difficulté de se repérer. Voilà, je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a... Dans le domaine du handicap, il y a énormément d'interlocuteurs, énormément de dispositifs qui existent. Et parfois, la première difficulté, c'est déjà de se repérer dans toutes ces méandres, parce que franchement, c'est un peu ça. Aussi, ce que je voulais vous dire en écoutant les échanges là, que vous venez d'avoir, c'est que quand on est une famille, on a parfois du mal finalement à distinguer de ce qui va relever de l'aide individuelle, c'est-à-dire de ce qui pourra vous être accordé à vous par rapport à votre situation personnelle et familiale, et puis aussi des dispositifs plus généraux que nous, on va plutôt dénommer sous des dispositifs pour lesquels c'est l'accessibilité en fait qui va intervenir, c'est-à-dire l'accueil de toute personne, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa situation. Hein, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, monsieur, vous citiez l'exemple du centre de loisirs qui s'est montré particulièrement ouvert. Ben, vous voyez, ça, c'est une question d'accessibilité. C'est-à-dire le centre de loisirs existe pour tous les enfants de la commune ou de l'intercommunalité et il ne devrait pas y avoir de distinction. Mais c'est vrai que ça n'est pas une demande individuelle de la famille qui devrait permettre ce levier-là, mais bien, je dirais plutôt un état d'esprit autour de l'inclusion dans la société, tout simplement. Voilà, pour traduire l'exemple que vous citiez, un centre de loisirs peut effectivement, donc une commune peut effectivement bénéficier d'une aide qui lui sera versée par un fonds spécifique de la caisse d'allocation familiale pour adapter son centre de loisirs à l'accueil d'enfants différents qui auront des besoins différents. Une commune peut également choisir de former ses animateurs périscolaires à l'accueil d'enfants en situation de handicap. Le défenseur des droits a beaucoup travaillé autour de ces questions-là et continue d'ailleurs. Hein, et nous a interpellés notamment sur les questions de l'accessibilité des activités périscolaires à l'ensemble des enfants en situation de handicap. Et vous voyez, sur des sujets comme ça, ce qui est très difficile, c'est que finalement, chacun se rejette un petit peu le sujet parce qu'il n'est pas dans son périmètre de responsabilité. Donc les choses évoluent peut-être trop lentement, mais quand même elles évoluent parce qu'à l'échelle nationale, on travaille ensemble, c'est-à-dire l'éducation nationale sur les questions véritablement de scolarité, les représentants par exemple des communes sur les questions d'accessibilité de leurs centres de loisirs et des activités périscolaires d'ailleurs en général. Et nous, je dirais au titre de ce qui relève de la compensation individuelle, de ce qui peut être apporté à chacun, à chaque enfant ou à chaque famille, par rapport à sa situation personnelle. Voilà, c'était juste pour vous resituer un petit peu comment tout cela fonctionne. Et quand on porte à notre connaissance des exemples comme ça positifs, on voit que souvent, c'est une question de personne, voilà. Parce qu'il y a une personne, un professionnel, qui à un moment donné a eu une écoute différente et s'est dit pourquoi pas. Et du coup, il a su mobiliser, on va dire, les leviers qui existent autour de lui. Moi, je suis d'un naturel positif. Je me dis que des expériences réussies se doivent d'être mutualisées, portées à la connaissance d'autres, pour montrer qu'effectivement, il y a des choses qui sont possibles.
Voilà. Alors, sinon, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler essentiellement de 2 groupes de travail qui ont été co-animés par la CNSA. Alors, pas uniquement par moi, mais aussi par un de mes collègues qui est médecin. Donc, il y a eu plusieurs thématiques. Il y a eu un gros travail qui a été fait dans le cadre du plan maladies rares avec les filières. Et donc, il y a des sujets qui ont été identifiés comme étant prioritaires sur l'axe plutôt médico-social, hein, qui vous a été présenté précédemment. Donc, en fait... parmi ces réunions du groupe de travail, il y a 3 pistes qui ont été identifiées comme étant prioritaires et donc transversales aux filières. Oui, parce que faut que vous sachiez, c'est vrai quand on dit qu'il y a une multitude d'interlocuteurs et de dispositifs, c'est vrai pour nous aussi. Moi, à la CNSA, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Enfin, toutes ces filières, tous ces centres de référence, j'ai mis déjà moi-même un petit temps à comprendre finalement qui faisait quoi, qui relevait du domaine médical, qui relevait plutôt de l'accompagnement social. Enfin voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est compliqué et on est là pour essayer de le rendre un petit peu plus clair. Donc parmi ces pistes de travail, on a identifié premièrement le lien avec les MDPH. Voilà, bon, ça s'est traduit à travers de vos échanges tout à l'heure. C'est vrai que finalement, mieux la MDPH connaît la situation, mieux elle peut apporter des réponses qui correspondent aux besoins. Donc l'objectif de ce groupe de travail, c'est véritablement de proposer des outils de liaison qui permettent de faciliter la connaissance et la compréhension d'une situation. Ensuite est apparu un deuxième sujet extrêmement important, c'était mener un travail en commun avec l'éducation nationale autour de la scolarité des enfants. Qu'est-ce qui pouvait être proposé? Et c'est vrai que là aussi, on nous a fait remonter dans ce groupe de travail des situations très complexes, parfois on se dit mais c'est pas possible et pourtant oui. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut développer pour que ça fonctionne mieux? Et un troisième grand axe qui concerne là la formation des professionnels. Donc là c'est un sujet sur lequel il faudra encore travailler, parce que la difficulté souvent, on se rend compte qu'on a plusieurs catégories de professionnels qui s'intéressent au même sujet, mais parce qu'ils ont des employeurs différents, des statuts différents, des lieux de travail différents, on a beaucoup de mal à les former tous en même temps. Pourtant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on gagnerait comme temps à les sensibiliser tous en une fois sur la même question? Alors là aussi, c'est un sujet sur lequel on essaie d'évoluer. Par exemple, au sein de la CNSA, je suis une action de formation sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et dans un même module de formation, on réunit des professionnels de l'éducation nationale, des professionnels des MDPH et des professionnels d'établissements et services médico-sociaux qui accueillent des enfants. Et bien rien que ça a été compliqué à monter parce qu'il fallait que derrière, en fait, on finance une action commune avec un objectif commun et que chacun de ces employeurs autorise ces professionnels à aller se former en même temps sur un même sujet. Voilà, donc on espère avoir ouvert, on va dire, une brèche qui va permettre de monter d'autres actions de formation communes et pourquoi pas avec des associations également. Voyez, mais qu'on arrête de se former finalement chacun dans son coin sur des problématiques qui nous sont propres en n'ayant pas toujours une bonne connaissance des problématiques des partenaires avec lesquels on travaille. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en particulier des deux premiers groupes de travail. Donc le sujet des liens avec les MDPH figure, vous voyez, parmi les pistes de travail qui ont été identifiées par les filières, les équipes relais et les MDPH. Alors, ce groupe de travail-là, en fait, est constitué de représentants de filières, d'équipes relais, du Centre national, de représentants aussi d'associations, de professionnels de la CNSA, de MDPH et des représentants d'Orphanet. Donc, ce groupe de travail s'est réuni 7 fois en 2016 et il y a encore une réunion à planifier cette année pour finaliser les travaux. Donc, il y a eu des rencontres qui ont été tenues au sein d'un groupe de travail entre équipe relais et MDPH et un groupe d'appui, où là, c'était plus un travail en fait entre filières et MDPH. C'est le Centre national, alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est le... Merci.
voyez, même moi, j'ai encore du mal avec tous ces sigles. Donc, Alors, les actions menées. Alors, d'abord, les professionnels des MDPH ont été sensibilisés. Dans notre mission d'accompagnement des MDPH sur l'échelle nationale, nous réunissons les professionnels chaque année à plusieurs reprises. Par exemple, moi, j'ai pour mission de faire se rencontrer et faire travailler ensemble les référents pour l'insertion professionnelle qu'on trouve dans chaque MDPH, donc là plutôt sur la problématique accès au travail, et ce qu'on appelle les correspondants de scolarisation, c'est-à-dire ce sont les professionnels qui sont en charge de l'élaboration des parcours de scolarisation des élèves à l'échelle de leur MDPH. Donc vous voyez, on a à peu près à chaque fois au moins un professionnel de chaque catégorie dans chaque département. Et donc chaque année, je les réunis, enfin 2 fois par an, autour de thèmes qui leur sont communs, dans un souci d'harmonisation de leurs pratiques professionnelles, pour aussi améliorer leur connaissance du sujet, des dispositifs, des actions de nos partenaires nationaux, etc. Donc, lors des rencontres des correspondants de scolarisation et des coordonnateurs d'équipes pluridisciplinaires des MDPH, eh bien, il y a une sensibilisation qui leur a été faite autour des maladies rares et de la nécessité de prendre en compte ces situations particulières pour évaluer les demandes et donc présenter aussi les travaux de ces groupes. Ensuite, des journées interrégionales ont été organisées entre les équipes relais handicap rare, les MDPH, avec aussi la participation de certaines filières. Donc à ce jour, mon collègue me disait qu'il y a 12 rencontres interrégionales qui ont été organisées. Parce qu'en fait, c'est un vrai tour de France, quoi. Donc là, nous, on se parle entre nous, c'est un sujet qu'on connaît bien, on est relativement à l'aise. Mais finalement, quand il s'agit d'aller porter ce message sur l'ensemble du territoire, c'est compliqué. Voilà, il y a une multitude d'opérateurs. Ensuite, le groupe a... Je me demandais si la rencontre en question, c'était l'équivalent de celle qu'il y a eu vendredi à Toulouse. Non, là, c'est des rencontres en fait entre professionnels, c'est-à-dire des professionnels qui travaillent dans les MDPH, par exemple, et des filières. Donc ensuite, l'objectif de ce groupe de travail, c'est de proposer des documents utiles. D'abord un guide pour remplir le certificat médical qui est présent dans le dossier de demande à la MDPH. C'est vrai qu'on se rend compte que finalement, quand il y a simplement, quand il y a une pathologie qui est citée ou une maladie qui est citée, ça ne donne pas forcément vraiment une idée précise de la situation dans laquelle se trouve la personne dans ce cas précis. Et autre travail, c'est proposer un outil de liaison avec l'entourage professionnel et familiale de la personne. Parce que quand on interroge la personne au travers de la page projet de vie, c'est vrai qu'on se rend compte parfois, soit il y a quasiment rien, c'est-à-dire que la personne ne voit pas bien ce qu'elle peut décrire de son projet de vie, soit parfois c'est des pages et des pages où la personne s'exprime sur tout ce qui est important pour elle. Et finalement, ça ne donne pas toujours non plus une bonne idée des besoins de cette personne. Donc il est important aussi finalement de s'entretenir avec son entourage personnel et familial et aussi son entourage professionnel pour savoir ce dont elle a réellement besoin. Attendez, je vous passe le micro. J'entends parler de projet de vie depuis tout à l'heure, mais je vous avoue que je ne sais même pas ce qu'on attend quand on parle de projet de vie. Enfin, on me parle de ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, le projet de vie, c'est une page blanche dans le dossier de demande à la MDPH. Et en fait, c'est une page sur laquelle on demande à la personne ou à la famille de s'exprimer et de décrire sa situation, ses besoins. Un formulaire administratif, c'est quand même extrêmement barbare. Vous avez des croix. Vous ne savez pas bien quelle croix vous devez faire dans quelle case. Parce que finalement, vous ne savez pas bien ce qui correspond à vos besoins. Enfin, sauf quand une assistante sociale vous a bien expliqué à quoi ça correspond. Mais la page projet de vie, elle est importante parce qu'elle vous permet de décrire votre situation et d'expliquer ce dont vous avez besoin.
Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai traité beaucoup de demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé quand je travaillais en MDPH. La personne cochait RQTH dans son dossier. Et quand dans sa page projet de vie, elle expliquait que pour elle, le travail était extrêmement important et qu'elle souhaitait vraiment s'y maintenir, et qu'en plus, par exemple, les déplacements étaient extrêmement contraignants et difficiles en raison de sa problématique de santé, eh bien, ça veut dire qu'à cette personne, on doit pouvoir lui proposer aussi une carte de priorité, enfin, ou une carte mobilité inclusion priorité maintenant, puisque c'est comme ça que ça s'appelle depuis le 1er janvier, même si elle ne l'a pas demandé. Mais c'est vrai que si elle ne l'écrit pas, on ne peut pas le savoir. Il faut savoir que la majorité des dossiers en MDPH sont traités sur pièce. Voilà. Ce qui est bien ou pas bien, parce que parfois, quand tous les éléments sont présents dans le dossier, quand des professionnels vous ont aidé à formuler cette demande, il n'y a pas forcément besoin de vous convoquer, de vous voir, de vous poser les mêmes questions. En revanche, quand il n'y a rien, enfin, ou très peu d'éléments, là, ça devient nécessaire. Oui, oui. Les dossiers sont inégaux par rapport à l'entourage, par rapport à la guidance que l'on a et l'accompagnement. Tout à fait. Donc, le problème sera personnel à chacun. Donc, on essaie de proposer des outils, là aussi, des documents, alors qui ne sont pas obligatoires, puisque les fameux outils de liaison, enfin, je les ai sur une clé, si vous voulez que je vous les montre, mais c'est un peu sous forme de questionnaire. Alors, c'est pas obligatoire, mais l'objectif, quand c'est développé, ces outils-là, c'est aussi que les associations les connaissent et puissent les proposer aux familles. Moi, il y a quelques années, quand je travaillais en MDPH, on a travaillé, par exemple, à l'élaboration d'un questionnaire autour du handicap psychique. Parce que quand on demandait à une personne qui a une déficience psychique si elle a des difficultés dans la vie quotidienne, parfois elle nous disait « Non, moi je vais bien ». Est-ce que les actes de la vie quotidienne pour vous ne posent pas de problème? Elle nous disait non. Et quand on a interrogé, avec son accord bien sûr, son entourage familial, eh bien sa famille nous disait en fait si je lui dis pas, elle prend pas sa douche. Les heures des repas, elle les connaît pas. C'est moi qui lui dis il est midi, il faut manger. Et ça, on ne peut pas le savoir juste en demandant, vous voyez, comment la personne se débrouille dans la vie. Parce qu'au final, elle a l'impression de bien se débrouiller, mais finalement, quand on évalue sa situation par rapport à d'autres personnes, on se rend compte qu'il y a quand même un sacré décalage. Et il faut que les professionnels puissent en tenir compte. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore de ce groupe de travail ? C'est... Oui. Donc les outils proposés, c'est un guide pour remplir le nouveau certificat médical du dossier MDPH, puisqu'en fait le dossier que vous connaissez actuellement va être remplacé au cours de l'année 2017 par un nouveau formulaire qui a été testé dans 2 départements, le Nord et le Calvados. Donc c'est un projet qu'on a appelé Impact, qui est innové, modernisé pour améliorer, je ne sais plus ce que ça veut dire, les 2 dernières lettres. Enfin bref, c'est un autre formulaire de demande à la MDPH qui permettra à la fois de cocher des demandes, toujours comme c'est le cas actuellement, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est un formulaire qui a été pensé pour que la personne puisse s'exprimer et décrire son quotidien et ses besoins sans avoir forcément à cocher des demandes précises parce qu'elle ne le sait pas. Et c'est très vrai dans le cas d'une première demande. C'est-à-dire la première fois qu'une personne s'adresse à une MDPH, elle ne sait pas bien ce qu'elle peut demander ou enfin, ce qui pourrait lui être utile dans la vie quotidienne. Donc ce Oui. Le formulaire Impact ? Alors, il n'est pas encore disponible dans sa version définitive. Là, on attend en fait la validation du cabinet du secrétariat d'État aux personnes handicapées pour qu'enfin il puisse être utilisé. Enfin, c'est prévu pour cette année. Et actuellement, donc, on va à la MDPH compétence, on se déplace et on va chercher le... Non, pas forcément. La majorité des dossiers en fait sont téléchargeables sur Internet. Alors il faut savoir que le formulaire de demande à la MDPH, c'est un document unique, c'est-à-dire c'est le même CERFA qui est utilisé partout en France. Et après, vous pouvez avoir localement des questionnaires complémentaires qui vous seront proposés, mais qui ne sont pas des pièces administratives obligatoires, mais qui sont utiles en fait à l'évaluation des situations. Donc je vais sur le site de la MDPH dont je pense, Oui. et c'est là où
Vous pouvez télécharger le dossier de demande, qui est un formulaire administratif. Alors, c'est encore l'ancienne version. Et il est forcément accompagné d'un certificat médical. Et le certificat médical, c'est pareil, c'est un document unique qui est utilisé pour les enfants et pour les adultes. Et c'est vrai que beaucoup font des reproches concernant ce certificat médical parce qu'il ne permet pas toujours d'avoir une bonne, on va dire une bonne vision, voilà, une bonne image plutôt de la situation de la personne. Donc c'est mon docteur, c'est mon docteur qui télécharge. Non, c'est vous. Oui, en fait, c'est vous. Voilà. Voilà. Sauf que votre docteur, s'il fait partie d'un réseau, s'il connaît bien, il va savoir quelles sont les informations utiles à mettre dans le certificat médical. Mais si c'est votre médecin de famille qui ne sait même pas ce que c'est une MDPH et qui ne voit pas bien à quoi ça peut servir, déjà lui, il a du mal à le remplir, en fait. Donc, dans le cadre de nos missions, nous avons aussi, par exemple, une mission d'information du Conseil de l'Ordre des médecins pour qu'ils puissent, au travers de leur organisation, donner ces informations utiles. Non, après, c'est un travail de longue haleine, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Donc, par exemple, le nouveau certificat médical, mon collègue est allé le présenter au Conseil national de l'Ordre des médecins pour qu'il sache que dorénavant, ça sera ce certificat médical-là qui sera utilisé dans les dossiers de demande MDPH. Oui, oui. Ensuite, ah oui, donc en fait, l'objectif, c'est de rédiger un guide pour remplir ce nouveau certificat médical, c'est-à-dire que le médecin sache quelles sont les informations utiles à y faire figurer. Et des filières maladies rares ont souhaité en fait même le personnaliser par rapport à cette filière et à ce type de maladie-là. Alors là, après, ça reste une démarche, voilà, plus volontaire, plus spécifique. Ça n'est pas obligatoire, mais en tout cas, si ça peut aider à une meilleure connaissance de la maladie, tant mieux. Ensuite, un outil de liaison avec l'entourage professionnel et familial de la personne, en veillant toujours à rester finalement dans l'optique du GEVA, le GEVA étant un guide d'évaluation. Alors si vous tapez GEVA sur Internet, vous allez le trouver. C'est un guide extrêmement complet qui a été pensé suite à la loi de 2005 et qui permet de connaître très finement les besoins d'une personne en situation de handicap. Mais vous verrez, il est extrêmement détaillé et fouillé et il n'est pas utilisé dans tous ses volets, puisque ça dépend en fait des besoins de la personne. Et puis en plus, l'idée c'est vraiment quels que soient les documents qu'on va élaborer, c'est de rester dans cette logique-là, dans cette même logique, pour évaluer de la même façon une situation, quel que soit le département dans lequel on se trouve. Et l'objectif, c'est toujours de faciliter l'évaluation d'une situation sous 3 angles, c'est-à-dire des professionnels, alors de santé ou du médico-social, mais aussi de la personne elle-même, parce que c'est très important qu'elle s'exprime et qu'elle dise ce qui est le plus important pour elle, et aussi de son entourage. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai à peu près fini sur ce groupe de travail-là. Voilà. Et ensuite, il y a toujours un deuxième groupe de travail sur la question plus de la scolarité. Donc là, c'est celui dans lequel moi j'interviens. Toujours pareil, je reprends la même présentation, mes 3 grandes pistes de travail qui ont été identifiées, parmi lesquelles donc, on retrouve également la scolarité. Donc là, c'est un groupe de travail qui réunit des représentants de filières, d'équipes relais, d'associations, des professionnels de l'éducation nationale, de la CNSA, mais nous avons également invité Alliance Maladies Rares, des représentants d'Orphanet et d'un site qui s'appelle Tous à l'école. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous engage vraiment à aller voir, c'est extrêmement intéressant et c'est vraiment bien fait. Le site Tous à l'école, l'idée c'est vraiment d'expliquer en quoi, par rapport à tel type de situation, la scolarité doit être adaptée et plutôt pour quels besoins. Donc on a réuni ces professionnels dans le cadre de 6 réunions en 2016 et donc j'ai encore une réunion à planifier sur mars-avril parce qu'on voudrait finaliser nos travaux parce en fait l'idée c'est qu'on veut réaliser un schéma animé qui déroule le parcours scolaire d'un enfant
Et à chaque fois, par rapport à en repérant aussi des étapes clés, par exemple la fin de l'école primaire et l'entrée au collège, la fin du collège, à quel moment on réfléchit à l'orientation professionnelle, c'est-à-dire quelle filière métier, vers quelle filière métier on peut orienter l'élève en tenant compte de son projet, de ses capacités d'apprentissage, mais aussi des limitations qui peuvent être induites par sa situation de handicap. Voilà, tous ces éléments-là. Donc, ces étapes clés qui ont été repérées par les professionnels comme étant extrêmement importantes. Et donc, on veut réaliser un schéma animé, c'est-à-dire, en gros, quand on clique sur j'arrive à la fin du collège, que chacun puisse avoir le réflexe, vous voyez, il faut aller voir tel site pour l'orientation ou faire telle démarche. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir un schéma animé que chaque association puisse reprendre, en fait, sur son site. À l'heure actuelle, il existe déjà quelque chose, puisque nous, on a une bonne quinzaine d'ados qui sont en terminale et à qui ça peut poser question. Alors actuellement, il existe les dispositifs, on va dire, de droit commun, c'est-à-dire qui existent pour tous les enfants scolarisés. Donc l'Éducation nationale a développé le dispositif Avenir, par exemple, pour les collégiens. Ça, l'idée, c'est de pouvoir l'adapter en particulier. Après, concernant le handicap, il faut savoir que l'ONICEP a développé des produits un peu spécifiques et sous forme d'applications, par exemple, que les jeunes vont utiliser plus facilement peut-être que nous, parents, et pouvoir aussi poser des questions à des professionnels de l'orientation. Voilà, est-ce que ce type de métier-là, ça me convient? Combien d'années il faut pour me former? Est-ce que c'est possible avec ma situation de handicap? Je vous ai ramené quelques plaquettes que je peux vous laisser après. Alors ça, c'est vraiment l'ONICEP qui le fait, c'est pas nous. Mais par exemple, j'ai fait intervenir l'ONICEP dans les rencontres des MDPH pour aussi pouvoir dire, voilà, il existe des choses que les professionnels, par exemple, ont cité les enseignants référents, qui suivent le parcours scolaire d'un enfant en situation de handicap pour qu'ils sachent que ça existe et puis qu'ils incitent aussi les familles et les jeunes à aller voir, à aller les utiliser, à aller se questionner un peu plus sur les filières métiers. Donc voilà pour ce groupe-là. Et donc sur quoi on a travaillé en particulier? Voilà. Alors d'abord, les premières étapes finalement de ce groupe, ça a été se connaître et identifier les missions de chacun. C'est un travail, je trouve, très riche. Alors moi, je ne suis que l'animatrice finalement de ce groupe, mais on a fait se rencontrer des professionnels de l'éducation nationale, des médecins qui étaient là, qui représentaient certaines filières, et des associations, voilà, des présidents d'associations ou des membres d'associations. C'est vrai que les 2 premières réunions, ça a quasiment été consacré à ça, quoi. Finalement, comprendre ce que faisait l'autre et en quoi ça pouvait nous intéresser. Ensuite, on a listé les difficultés rencontrées et les progrès réalisés. Et on a identifié 2 éléments qui nous paraissaient indispensables au parcours scolaire de l'enfant. C'est d'abord pouvoir favoriser la participation de la personne elle-même ou de son représentant et l'expression de son projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour elle? Est-ce que c'est aller à l'école à temps plein, aller à l'école près de chez soi? Est-ce que c'est pouvoir avoir une vie, on va dire, sociale un peu plus riche, pouvoir aller au centre de loisirs, pouvoir faire du sport? Enfin, qu'est-ce qui est important, en fait, pour l'enfant ou le jeune? Et aussi, un autre élément clé, c'est l'échange d'informations entre les différents acteurs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en mettant tous ces professionnels autour de la table, parce qu'on a aussi des médecins scolaires qui sont dans ce groupe de travail, c'est que finalement, chacun a plein d'informations dans son coin, mais ne les partage pas avec les autres professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que, par exemple, les informations d'ordre médical qui soient utiles à l'accompagnement de l'enfant en fait, à l'école, comment faire pour que ces informations soient portées à la connaissance du médecin scolaire? Déjà, comment trouver le médecin scolaire? Comment le solliciter? Enfin, là aussi, on s'est rendu compte, on parle beaucoup des MDPH qui ont
une organisation différente et qui donne parfois des résultats, on va dire, différents. Mais on s'est rendu compte que, par exemple, au sein des académies, eh ben, le concept était le même, c'est-à-dire que chaque académie remplit les mêmes missions, mais elle a une certaine marge de manœuvre, on va dire, et d'autonomie dans la façon de s'organiser. Donc on a vu, par exemple, que sur une académie, c'est très facile de trouver les coordonnées du médecin scolaire rattaché au collège Jules Ferry, et que dans l'académie d'à côté, ah non, c'est pas possible, ce ne sont pas des informations qu'on va trouver sur Internet. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire pour harmoniser ces informations? Il n'est pas possible de descendre d'un niveau, parce que finalement, moi je vois dans les collèges, le médecin n'est jamais présent, c'est surtout les infirmières qui sont là et qui sont au contact des enfants, et qui serait peut-être bien de faire appel aussi à elles, de leur dire finalement c'est peut-être Ça a été effectivement, c'est un point qui a été beaucoup rappelé dans le groupe de travail, c'est que voilà, il y a le médecin scolaire, mais c'est finalement un pôle santé, que ça peut être une infirmière. Il y a les psychologues aussi scolaires qui peuvent être sollicités. Mais c'est vrai qu'on voit que pour les familles, souvent c'est déjà compliqué de savoir le repérer, le service, le pôle santé, que ce soit l'infirmière ou le médecin scolaire. Donc ça, et puis l'échange d'informations entre les différents acteurs, c'est-à-dire quelles sont les informations. En fait, échanger des informations, c'est bien, mais on n'a pas besoin d'échanger des informations sur tout et avec tout le monde. Là aussi, on a beaucoup débattu dans le groupe quelles sont les informations qui sont utiles à l'école, voilà, en dehors de l'école. Enfin, est-ce que on a aussi beaucoup débattu de l'échange des informations à caractère médical, enfin, qu'est-ce qu'on a le droit d'échanger avec qui, sous quel mode, etc. Donc là, on n'a pas fini. Oui, c'est bon sur cette page-là. Et donc, en fait, on est arrivé à la proposition d'élaboration d'un schéma du parcours qui comprenne 3 chapitres du parcours scolaire. L'évaluation des besoins, la présentation du parcours de scolarité et de ses étapes clés, ce que je disais tout à l'heure, avant l'entrée en maternelle, après l'école primaire, après le collège. Et aussi, en regard de ce parcours-là, qu'est-ce qui relève d'une orientation qui serait proposée par la MDPH et qu'est-ce qui relève finalement, on va dire, de dispositifs de droit commun, c'est-à-dire à quel moment il est important que la famille sache qu'elle doit solliciter la MDPH, et il y a d'autres moments et pour d'autres besoins où ça n'est pas nécessaire. Excusez-moi, la CDAPH ? C'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc en fait, la MDPH, ce sont les professionnels qui vont évaluer une demande et proposer une réponse. C'est ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Et celle qui décide, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc vous en avez une par département. Et au sein de cette commission, on va retrouver des représentants institutionnels. Donc on va retrouver les services de l'État et les services du département. Et les services, tout ce qui concerne l'assurance sociale, l'assurance maladie. Voilà, je vous fais très court. Hein. Et des représentants associatifs. Et les représentants associatifs, donc ce sont des associations de personnes handicapées ou de représentants ou de familles, voilà, de personnes en situation de handicap. Ça veut dire que dans chaque département, vous avez des associations qui siègent en CDAPH et qui sont là pour représenter les personnes. Donc, oui, tout à fait. Donc, je vous invite en tant qu'association, si vous voulez en savoir plus, à vous rapprocher des associations qui siègent en CDAPH. Ça vous permet aussi parfois de mieux comprendre le fonctionnement. Voilà. Ça a été la représentation associative. C'est un élément qui est très présent dans la loi de 2005 et ça a beaucoup changé les pratiques professionnelles, puisqu'en fait, les associations qui siègent en CDAPH ont une très bonne connaissance du handicap qu'elles représentent. Et c'est aussi très formateur pour les professionnels. Voilà, moi qui ai travaillé pendant plusieurs années dans une MDPH, par exemple, 2 fois par an, on avait des journées d'information. On avait des associations qui siégeaient en CDAPH qui venaient nous présenter les particularités du handicap qu'elles représentaient, par exemple. Donc c'est aussi une action de sensibilisation qui peut être menée par les associations.
Et deuxième travail de ce groupe, c'est la proposition d'un sommaire d'un classeur, c'est la page d'après. Voilà, donc qui contiennent toutes les informations utiles au parcours scolaire et qui comprennent 4 chapitres. Donc un chapitre qu'on a intitulé « Ma santé ». Voilà, quels sont les besoins. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais pas des bilans, forcément des bilans médicaux, hein, mais plutôt, voilà, qu'est-ce que je peux faire sans danger, qu'est-ce que je peux faire en étant en faisant très attention, et qu'est-ce que je ne peux pas faire, par exemple, en lien avec ma santé. Quels sont mes besoins à l'école? Est-ce que c'est un emploi du temps aménagé? Est-ce que c'est... Alors bien sûr, là on peut retrouver par exemple le projet personnalisé de scolarisation, mais pas que. Ma vie en dehors des temps scolaires, parce que ça, j'ai oublié un essai scolaire, ça a été souvent évoqué, c'est-à-dire après l'école ou avant l'école. Est-ce que l'enfant participe aux activités périscolaires comme ses camarades? Est-ce qu'il continue à faire du sport ou pas? Enfin, est-ce que c'est important pour lui ou pas? Et aussi un chapitre, nous on y a vraiment beaucoup insisté, c'est mes atouts, parce que en échangeant en fait entre professionnels, on se rend compte que ce qu'on met toujours en avant, c'est les difficultés. C'est là où ça ne va pas, pour mettre en place des adaptations, des solutions, mais on occulte souvent ce qui va bien, et aussi les points sur lesquels le jeune est particulièrement performant, investi, enfin voilà. Et quel que soit finalement le cadre, et pas seulement dans le cadre scolaire, mais aussi en quoi il est investi, en quoi il réussit bien. Voilà, si il est très doué en musique, c'est important de le savoir, parce que c'est important aussi, par exemple, à des étapes clés, quand il va falloir réfléchir à l'orientation professionnelle après, etc. Donc voilà, donc c'est un travail qui est encore en cours et qu'on espère finaliser avant l'été. Ça veut dire que pour, par exemple, la partie du classeur à propos de ma santé, c'est un document que l'enfant va rédiger seul avec ses parents. Il peut s'appuyer sur des ressources médicales, il va être guidé, il va être orienté dans ses réponses. Après, dans ce groupe de travail, on a eu connaissance d'expérimentations. Voilà ce que Sixtine a présenté par exemple avant, mais d'autres. Des applications mobiles qui sont développées aussi. Donc l'idée, c'est de ne pas réinventer ce qui existe déjà, mais plutôt que chacun puisse les utiliser. Après, on ne veut pas proposer voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que pour certaines associations nous disaient, nous, par rapport aux familles qu'on accompagne, c'est un classeur, quoi, papier. C'est-à-dire c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que les parents sachent quelles sont les informations utiles, mais on restera sur du papier ou du classeur avec des pochettes, avec un trieur. Vous voyez, là c'est le chapitre ma santé, là c'est... Et puis d'autres nous ont dit, non, nous par rapport aussi aux adolescents, c'est une application où c'est ranger ça sur son téléphone ou son ordinateur. Donc on a abandonné l'idée d'un classeur papier ou d'une application, mais plutôt de se dire, voilà ce qu'il est important de réunir pour que le parcours scolaire puisse être le mieux accompagné possible. Et chacun s'organise le mieux. Oui, après il y a une filière qui nous a fait une démonstration d'une application, une autre qui a dit nous on a fait un guide, une association qui a dit nous on a rédigé un guide pour nos familles en fait autour de la scolarité. Donc l'idée aussi c'est de mettre en commun tout ce qui existe déjà. Et justement ce qui existe déjà, ça va être joint aux résultats que vous avez... Oui, après nous on a partagé déjà au sein du groupe de travail, donc j'imagine que ensuite la communication entre filières, oui. Après voilà, si nous on peut faire quelque chose pour y contribuer, on le fera. Hein. Mais voilà, c'est pas encore abouti. Vous vous donnez quelle échéance? Là on se revoit encore en avril pour finaliser. Et sur le schéma, moi je sollicite la direction de la communication de la CNSA, parce que ça moi je ne sais pas faire, donc pour voir quelle est la solution technique, et j'ai demandé à ce que ce soit planifié sur le premier semestre de l'année. D'accord. Donc normalement à la rentrée de septembre, on peut déjà avoir des éléments tangibles. C'est le
sur lequel s'appuyer. Ok, merci beaucoup.